Je m'appelle Aïssatou. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Mais il faut que je vous parle de la fille que j'étais à 23 ans. Une fille pleine d'espoir, de rêves et surtout d'illusions. C'était un soir de juillet. Dakar brillait sous les néons, les taxis klaxonnaient et moi, j'étais dans ce petit restaurant près de l'université. C'est là que je l'ai rencontré. Lui. Grand, sûr de lui, le regard profond et la voix calme. Il ne m'a pas séduite, il m'a capturée. Comme une chanson qu'on entend pour la première fois et qu'on fredonne toute sa vie. Il savait parler. Il savait écouter. Il me regardait comme si j'étais unique. Et pour une fille comme moi, qui avait grandi dans une famille où l'amour se disait rarement, c'était nouveau. C'était enivrant. Je suis tombée amoureuse. Mais pas un petit amour de jeunesse. Non, un amour profond, féroce, celui qui vous fait tourner le dos à la raison. Celui qui vous fait croire que quoi qu'il arrive, il est l'homme de ta vie. Et c'est là, je crois, que j'ai commis ma première erreur. Je l'ai aimé plus que moi-même. Je ne voyais que lui. J'ai commencé à changer, à devenir ce qu'il aimait. J'ai arrêté de sortir avec mes amies parce qu'elles ne sont pas sérieuses. J'ai changé mes tenues, tu t'habilles comme une fille facile. J'ai fermé ma bouche sur ses remarques blessantes parce que je ne voulais pas créer de problème. Je croyais que c'était normal, que tous les couples traversaient ça. Que c'était ça être une femme soumise, sage, mariable. Il me disait « Je te protège, c'est pour ton bien ». Et moi, j'ai confondu la possession avec la protection. Ce n'était pas brutal, ce n'était pas violent. Du moins, pas encore. C'était subtil, intelligent, doux parfois. Et c'est ce qui rendait ça encore plus dangereux. Je me souviens d'un jour où je suis rentrée joyeuse, j'avais eu une promotion au travail. Il n'a même pas levé les yeux. Il m'a dit « Tu crois que ton petit boulot est plus important que moi ?» J'ai ri. J'ai cru que c'était une blague, mais son regard m'a glacée. C'est ce jour-là que j'ai compris que mon bonheur le dérangeait. Mais je suis restée. Je me suis accrochée. Parce que j'avais peur d'avoir tort. Peur de perdre tout ce que j'avais idéalisé. Parce que dans cette société, on nous apprend à être forte, mais pas à dire stop. On nous apprend à supporter, à réparer, à pardonner, même quand on est détruite à l'intérieur. Je voulais être une bonne femme, une vraie épouse. Je voulais qu'on dise de moi, elle a tout supporté, elle a tenu son foyer. Mais la vérité, chaque jour je perdais un morceau de moi. Et lui, il ne s'en rendait même pas compte. Ou peut-être qu'il s'en rendait compte, et que ça lui plaisait. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que je n'étais pas amoureuse de lui. J'étais amoureuse de l'image, et moi j'étais jeune, naïve, et prête à mourir à petit feu. Tant que ça ressemblait à de l'amour. Vous savez, les gens pensent que la violence commence avec une gifle, un coup de poing, un cri. Mais ce n'est pas vrai. La violence commence en silence. Elle commence doucement, avec des petits mots qui glissent dans le cœur et s'y installent comme du poison. Moi, je n'ai pas vu venir. J'étais amoureuse. Je croyais en lui. Je croyais au nous. Et c'est justement là que la violence commence, dans l'amour mal compris. Au début, c'était des remarques, des petites piques lancées avec un sourire. Tu devrais perdre un peu de poids, non ? Je dis ça pour toi. Tu parles trop fort. Une vraie femme sait se taire. Tu vois ta copine Mariem ? Elle est toujours sur Instagram, c'est pas une femme sérieuse. Je souriais, parfois même je riais. Je me disais que c'était de la franchise, que c'était ça, un homme qui me recadre. Mais la vérité, c'est qu'il me démolisse doucement. Pas mon corps, non, ma confiance, mon identité. Je me rappelle d'un jour, j'avais mis une robe qu'il n'aimait pas. On devait sortir dîner. Il m'a regardé de haut en bas, puis il a dit « Habille-toi mieux, j'ai pas envie qu'on pense que je sors avec une fille des rues. » J'ai pleuré, en silence, dans la chambre. Et puis je me suis changée, pas pour lui faire plaisir, mais pour qu'il me regarde avec fierté. J'étais déjà sous emprise, mais je ne le savais pas. La violence est un voleur. Elle vole ton estime. Elle entre sans bruit et commence à redessiner ton monde. Tu doutes de toi. Tu évites les discussions. Tu marches sur des œufs. Tu commences à te dire que c'est toi le problème. Il ne m'a jamais frappé à cette époque. Pas encore. Mais ce qu'il m'a fait, c'est pire que des coups. Il a tué ma lumière. Chaque fois que j'avais un rêve, une idée, un projet, il trouvait une façon de l'éteindre. Tu veux faire un master ?
Tu crois que c'est ça, être une bonne épouse? Un business? Qui va s'occuper de la maison pendant ce temps? Tes amis célibataires vont finir par te corrompre. Et moi, au lieu de m'opposer, je faisais marche arrière, parce que je croyais que c'était ça, l'amour, se sacrifier, s'ajuster, se taire. J'aimerais te dire que j'étais forte, que j'ai vu clair tout de suite. Mais non, j'étais une femme amoureuse, une femme bien. Et souvent, ce sont les femmes bien qu'on brise le plus doucement. J'étais persuadée qu'il m'aimait, qu'il voulait juste mon bien. Mais le véritable amour ne rabaisse pas. Il élève, il ne contrôle pas, il libère. Ce que je vivais, ce n'était pas de l'amour. C'était de la domination habillée en affection. Je commençais à m'éteindre, doucement. On se réveille pas un matin en se disant « je suis prisonnière ». Non, la cage se construit lentement, barreau par barreau, mot après mot, silence après silence. Il ne me criait pas dessus tous les jours. Il n'était pas toujours violent. Et c'est justement ça qui rend les choses si compliquées. Il savait alterner le poison et le miel. Un jour, il m'ignore pendant 3 jours. Et puis il revient avec des fleurs. Il pleure, il me serre dans ses bras. « Pardonne-moi, Aïssatou, c'est juste que je t'aime trop. » Et moi, je pleurais aussi, parce que je voulais y croire. Je voulais croire que c'était l'amour, pas la manipulation. Petit à petit, je me suis coupée du monde. Plus d'amis, plus de famille. Il avait toujours une excuse. Tes cousines te jalousent, ta mère t'influence mal. Tu as besoin de moi, pas d'eux. Et moi, j'ai fini par penser qu'il avait raison. Parce qu'il me répétait sans cesse « Tu es à moi, je suis le seul qui t'aime vraiment. » Et à force de l'entendre, j'ai commencé à le croire. Il fouillait mon téléphone, il lisait mes messages. Si je sortais faire des courses, il appelait toutes les 10 minutes. Il voulait tout contrôler. Mes mots, mes gestes, mes pensées. Et quand je disais que j'avais besoin d'espace, il devenait froid. Il se taisait. Pendant des jours, il m'ignorait dans ma propre maison. Et moi, je me sentais coupable, alors que je n'avais rien fait. La maison, qui devait être un refuge, était devenue une zone de tension. Chaque fois que je rentrais, mon cœur battait fort. Je ne savais pas dans quel état j'allais le trouver. Souriant ou furieux, tendre ou glacial. J'étais en alerte, tout le temps. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne vivais plus. J'existais, sous son regard. Et puis, il y a eu ce jour. Un jour banal comme les autres. J'ai osé lui répondre. Une phrase simple. Je ne suis pas d'accord. Il s'est levé d'un coup. Il m'a regardé avec une rage froide. Et pour la première fois, sa main est partie. Ce n'était pas une gifle, c'était une claque d'âme. Je suis restée figée. Pas tant à cause de la douleur physique, mais parce que tout ce que je refusais de voir était maintenant devant moi. Il pouvait me frapper. Il venait de le faire. Et pire, il n'avait même pas l'air surpris. Ce soir-là, je n'ai rien dit. Je me suis maquillée pour cacher la trace. Je me suis assise à table. J'ai servi le dîner, comme une bonne épouse. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cassé. Et cette fois, je ne savais pas si je pouvais encore recoller les morceaux. Parce que l'amour, le vrai, ne fait pas ça. Il ne fait pas peur. Il ne fait pas mal. Il ne fait pas taire. Mais moi, j'étais déjà trop loin, trop faible, trop brisée. Et je n'avais pas encore le courage de partir. Parce que quand on vit dans une prison trop longtemps, on finit par croire que c'est une maison. On me pose souvent cette question. Mais pourquoi tu es restée Aïssatou? Et cette question, elle me blesse. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle vient de quelqu'un qui n'a jamais été à ma place. Je suis restée parce que je l'aimais. Oui, même après la douleur, même après la gifle. Parce que quand on aime quelqu'un profondément, on ne regarde pas que ce qu'il fait. On regarde aussi le potentiel qu'il avait, les beaux souvenirs, les jours heureux. Et on espère encore. On se dit, il va changer. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son vrai visage. Mais tu sais ce qui est plus fort que l'amour? La peur. Je suis restée parce que j'avais peur. Peur de partir. Peur de ce que les gens allaient dire. Peur d'être seule. Peur de briser ma famille. Peur d'échouer là où ma mère avait réussi. Peur de devenir la femme divorcée. La honte du quartier. Celle qui n'a pas tenu son mariage. Et puis, il y avait mes enfants. Je les regardais dormir la nuit et je me disais... Je ne peux pas leur enlever leur père. Je ne peux pas casser ce foyer. Je voulais les protéger. Mais je ne savais pas encore que les enfants ne dorment jamais profondément dans une maison pleine de tensions. Je suis restée aussi parce que j'étais cassée. Et une femme cassée, elle doute de tout. Elle pense qu'elle mérite ce qu'elle vit. Elle pense que c'est elle le problème. Elle pense qu'elle ne trouvera jamais mieux. Elle pense qu'elle est trop fatiguée pour recommencer à zéro. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. J'avais les yeux éteints,
le visage vide. Je n'étais plus Aïssatou. J'étais juste la femme d'un homme. Je suis restée parce que la société glorifie la femme qui endure. On applaudit celles qui souffrent en silence. On valorise celles qui savent tenir leur foyer. Mais on oublie que certaines femmes meurent lentement sous le poids de ce foyer. On m'a dit « Ce n'est pas grave, tous les hommes frappent quand ils sont en colère. C'est à toi d'apprendre à le calmer. Tu sais, un bon mari, ça se construit. Sois patiente. » Mais moi, j'étais en train de mourir, à petit feu, et personne ne voyait mes cendres. Et tu sais quoi ? J'avais aussi honte. Honte de dire que j'avais échoué. Honte d'admettre que je m'étais trompée sur lui. Honte de revenir chez mes parents après avoir dit à tout le monde que j'étais heureuse. Alors j'ai mis un masque, un grand sourire, un beau foulard, et je suis sortie chaque jour avec un cœur en ruine. Alors si tu me demandes pourquoi je suis restée, je te répondrai simplement. Parce que je ne savais pas encore que j'avais le droit de partir. Je ne pourrai jamais oublier ce jour. Ce jour-là, le soleil brillait dehors, mais dans ma maison, c'était l'orage. Ce n'était pas la première dispute, ce n'était pas la première humiliation, mais c'était la première fois que notre fils regardait. Il avait 6 ans. Il tenait sa petite voiture rouge dans les mains, et il était là, debout, figé, juste derrière moi. Je ne l'avais même pas vu venir. Mon mari criait. Il me reprochait un plat trop salé, un plat que j'avais préparé en courant, entre 2 lessives, entre 2 migraines, entre 2 sanglots. Et puis c'est arrivé. Il a levé la main. Il m'a poussé contre le mur. Pas très fort, mais pas doucement non plus. Assez pour me faire mal. Assez pour me rappeler que je n'étais plus en sécurité, même chez moi. Et puis j'ai entendu cette voix, petite, tremblante, celle de mon fils. « Papa, pourquoi tu fais ça à maman ?» Silence. Lourd, tranchant, électrique. Tout s'est figé. Je me suis retournée. J'ai vu les yeux de mon fils. Pas en pleurs, pas encore, mais plein de peur, plein de confusion. Et là, quelque chose s'est cassé définitivement en moi. Quelque chose que plus jamais il ne pourrait réparer. Ce jour-là, j'ai compris. Ce que je supportais, ce que je justifiais, ce que je cachais, ce n'était plus seulement ma souffrance, c'était celle de mon enfant. Et c'est là que j'ai su. Si je ne pars pas maintenant, je vais l'entraîner avec moi dans ma chute. Je suis allée dans la chambre. J'ai pris un sac, juste quelques affaires, une robe, mon carnet, sa petite voiture rouge, et je suis sortie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai juste dit « Je pars », et cette fois je ne reviens pas. Il m'a regardé surpris. Il ne m'a pas retenu. Peut-être qu'il ne me croyait pas. Peut-être qu'il pensait que je reviendrais, comme toujours. Mais cette fois, j'avais dépassé la douleur. Cette fois, j'étais dans le silence, de la détermination. Quand j'ai quitté la maison, j'ai marché longtemps, avec mon fils dans les bras, avec le poids du monde sur mes épaules. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Pas légère, pas encore, mais libre. Libre de recommencer. Libre de me reconstruire, libre de vivre. Et ce soir-là, dans un petit studio prêté par une cousine, j'ai regardé mon fils dormir et je me suis dit, ce que je viens de faire, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le plus grand acte de courage de toute ma vie. Parce que partir, ce n'est pas fuir, c'est se sauver. Les gens pensent que quand une femme quitte son mari, elle va mieux, qu'elle sourit, qu'elle respire, qu'elle revit. Mais la vérité, c'est que quand on part, on n'est pas libre tout de suite. On est seulement en vie, et parfois c'est déjà une victoire. Quand j'ai quitté la maison, ce n'était pas une délivrance. C'était un champ de ruines. Je n'avais plus rien. Pas d'argent, pas de maison à moi, pas de plan, juste la certitude que je ne pouvais plus revenir en arrière. Le lendemain, j'étais chez ma cousine. Elle m'a regardée dans les yeux et m'a dit « Tu es courageuse ». Et j'ai fondu en larmes. Pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait. Vraiment. Les premières semaines ont été les plus dures. Les cauchemars, les flashs, les doutes. J'entendais encore sa voix dans ma tête. « Tu ne vaux rien sans moi. Personne ne t'aimera jamais. » Et parfois, je le croyais encore. Mais chaque jour, j'essayais de faire un petit pas. Juste un. Se lever, s'habiller, faire à manger à mon fils, envoyer un CV, appeler une amie, respirer et surtout, ne pas revenir. J'ai commencé à consulter une psychologue. C'était difficile au début. Mais elle m'a dit une phrase qui m'a marquée à vie.
Tu as le droit de te reconstruire sans t'excuser. Et là, j'ai compris. Le divorce, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de survie. Il y a eu des jours où j'ai eu honte, des jours où j'ai pleuré dans la salle de bain pendant que mon fils dormait, des jours où j'ai eu envie de tout laisser tomber. Mais il y a aussi eu des petits miracles, une amie qui m'apporte un repas sans poser de questions, une voisine qui me dit « tu es forte », un recruteur qui m'appelle pour un entretien, mon fils qui me prend la main et me dit « Maman, je suis content qu'on soit partis ». Et là, j'ai compris une chose très importante. Je n'étais pas en train de fuir, j'étais en train de survivre. Et même plus que ça, j'étais en train de renaître. Parce qu'avant, j'existais pour lui. Aujourd'hui, j'existe pour moi. Et pour mon fils. Pour toutes celles qui regardent cette vidéo et qui se reconnaissent. Pour toutes les femmes qui pensent qu'elles sont seules. Vous n'êtes pas. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu es dans une relation toxique, que tu souffres en silence, sache ceci. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de recommencer. Le divorce n'est pas une fin. C'est parfois le début de ta vraie vie. Je vais être honnête avec toi, je ne me suis pas relevée d'un coup. Je ne me suis pas regardée dans le miroir en me disant « tu es forte ». Je me suis pas réveillée le lendemain du divorce avec un sourire de victoire. Non, je me suis effondrée. J'ai eu peur, j'ai douté, j'ai eu honte et surtout, j'étais vide. Parce qu'il ne m'avait pas seulement prise physiquement, il avait volé ma voix, ma confiance, ma lumière. Et quand on a passé des années à se taire, à s'adapter, à survivre, on oublie qui on est. Je me souviens d'un matin, mon fils était à l'école, j'étais seule à la maison, et j'ai juste pleuré, pendant 2 heures. Pas parce que je regrettais d'être partie, mais parce que je ne savais plus comment vivre. Je ne savais plus ce que j'aimais, je ne savais plus ce qui me faisait rire, je ne savais même plus quelle couleur je préférais. Alors j'ai recommencé, tout doucement. J'ai repris un cahier, j'ai écrit des mots simples, bruts, vrais, des « je ne vais pas bien », des « je veux guérir », des « je mérite mieux ». J'ai recommencé à marcher, juste marcher, pas pour aller quelque part, juste pour sentir le vent, respirer, exister. J'ai mis de la musique, pas les chansons tristes, pas tout de suite, mais celles qui m'avaient fait danser quand j'avais 20 ans, celles qui me rappelaient que j'avais déjà été vivante, pleine de feu. J'ai commencé une thérapie plus régulière. Ma psy m'a dit « Avant de reconstruire une maison, il faut nettoyer les décombres ». Alors j'ai pleuré, encore. Mais cette fois, chaque larme nettoyait un peu de douleur. Petit à petit, j'ai repris goût à moi, à ma compagnie, à mes silences. Je me suis surprise un jour à rire seule, à danser dans la cuisine, à chanter sous la douche. Et ce jour-là, j'ai compris. La femme que j'étais n'était pas morte. Elle s'était juste perdue. Et maintenant, elle retrouvait son chemin. Mais attention, reconstruire ne veut pas dire oublier. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Je n'oublierai pas les cris, les coups, les manipulations. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de transformer la blessure en force. Pas pour me venger, pas pour l'oublier, mais pour m'aimer à nouveau, entièrement, profondément, sans condition. Tu vois, on dit souvent, il faut être 2 pour construire un couple. Mais j'ai compris qu'il faut être une seule pour reconstruire une femme. Et cette femme, c'est moi. Aïssatou, divorcée, cassée un jour, rebâtie à la main. Et aujourd'hui, debout. On m'a toujours dit que le mariage c'était la sécurité, qu'une femme seule c'était une femme vulnérable, qu'un homme dans ta vie c'était un toit au-dessus de ta tête, une protection, un avenir. Et j'y ai cru. Parce qu'on nous enseigne dès petites à rêver d'un homme, pas à rêver de nous-mêmes. On nous apprend à faire le ménage, à cuisiner, à se taire, à supporter, mais pas à dire ce mariage m'abîme, pas à dire je mérite mieux. Je me suis mariée pour fuir la pauvreté, pour fuir le regard des autres, pour ne plus être la charge de ma mère. Mais tu sais ce que j'ai trouvé en me mariant ? Une prison en robe blanche. Oui, j'avais un toit, mais je dormais avec un homme qui me faisait peur. Oui, j'avais un nom d'épouse, mais j'avais perdu mon prénom. Le mariage, ce n'est pas un refuge, c'est une responsabilité à 2. Ce n'est pas une cage dorée. Ce n'est pas un médicament contre la solitude. Ce n'est pas une solution à ta souffrance intérieure. Et surtout, ce n'est pas ce qui va te sauver de toi-même. J'aurais aimé qu'on me dise ça avant que je me perde dans les compromis, dans le silence, dans la douleur. Le mariage n'est pas là pour te guérir. Il ne remplace ni l'estime de soi, ni l'amour-propre, ni la paix intérieure. Et si tu n'as pas ça avant de te marier, tu vas t'accrocher à l'autre comme à une béquille, jusqu'au jour où il te casse aussi la jambe. Je ne dis pas que le mariage est mauvais. Non, mais un mariage sans respect,
Sans amour, sans écoute, ce n'est pas un mariage. C'est une guerre silencieuse à l'intérieur du foyer. Et il y a trop de femmes qui dorment dans des maisons jolies, avec des rideaux propres, des draps repassés, des assiettes bien dressées, mais qui pleurent chaque nuit. Aujourd'hui, je parle à toutes les femmes qui ont peur d'être seules. Je vous comprends, mais je vous promets une chose. Être seule et en paix vaut mieux qu'être deux et détruite. Le célibat ne tue pas. La violence conjugale, oui. Tu n'as pas besoin d'un homme pour exister. Tu as besoin d'un homme pour partager, pas pour supporter. Et surtout, tu n'as pas besoin de mariage pour avoir de la valeur. Tu as de la valeur déjà, comme tu es, là, maintenant. Moi, je croyais qu'un mari allait me protéger, mais c'est moi, aujourd'hui, qui me protège. Et tu sais quoi? Je me sens plus forte que jamais. Pas parce que je suis seule, mais parce que je suis libre. Tu sais ce qui m'a le plus manqué pendant toutes ces années? Ce n'est pas l'amour d'un homme. C'est le mien. Parce que j'ai longtemps cru que pour être aimé, il fallait être choisi. Qu'il fallait plaire, se taire, s'adapter. Qu'il fallait être la bonne épouse, la femme parfaite, celle qu'on garde. Mais jamais on ne m'a appris à être ma propre priorité. Alors après tout ce chaos, j'ai pris une décision. Pas facile, pas instantanée, mais nécessaire. J'ai décidé de tomber amoureuse de moi. Pas de mon image sur les réseaux. Pas de la femme que les autres voient. Non. De celle que je suis quand tout s'éteint. Celle qui pleure dans l'ombre. Celle qui doute. Celle qui a survécu. Je me suis regardée dans un miroir. Longtemps. Sans maquillage. Sans filtre. Sans sourire forcé. Et je lui ai dit: tu es belle. Tu es forte. Tu mérites tout. J'ai commencé à me parler autrement. Plus de phrases comme « t'es nulle »,« tu n'y arriveras jamais »,« c'est de ta faute », mais des phrases comme « je suis fière de toi »,« tu avances », même à petits pas. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour. Je me suis mise à célébrer mes petits progrès. Quand j'ai refusé un appel toxique. Quand j'ai dit non sans culpabiliser. Quand j'ai dormi une nuit entière sans pleurer. Ce n'était pas de grandes victoires aux yeux du monde. Mais pour moi, c'était des triomphes. Puis, j'ai commencé à me faire du bien. J'ai mis de la musique qui m'élève. J'ai lu des livres qui me comprenaient. J'ai voyagé, seule, parfois juste dans ma ville, pour redécouvrir le monde avec mes yeux. J'ai pris soin de mon corps, pas pour séduire, mais pour me remercier d'avoir tenu. Et devine quoi? Je suis tombée amoureuse. Pas d'un homme, mais de ma lumière, de mon silence, de mes rires retrouvés, de ma voix enfin libre. Je me suis choisie, et c'est le plus bel amour que j'ai connu. Pas de promesses à briser, pas de coups à encaisser, pas de masque à porter. Juste moi avec moi. Et tu sais quoi? C'est doux. C'est beau. C'est puissant. Aujourd'hui, je ne cherche plus l'amour. Je l'incarne. Je le vis. Je le rayonne. Et si un jour un homme veut m'aimer, il devra m'aimer comme je m'aime. Sinon, il passera son chemin. Je termine ce chapitre avec une promesse. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour être quelqu'un. J'ai longtemps cru que pardonner c'était excuser, que c'était dire ce n'est pas grave, que c'était laisser passer l'injustice. Mais non, le pardon ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Pendant des années, j'ai porté des poids qui n'étaient pas les miens. La violence, le mépris, le silence, les cris, les coups, et même quand ils n'étaient plus là, ils vivaient encore dans ma tête. Je pensais à tout ce que j'aurais pu faire mieux, tout ce que j'aurais pu éviter, tout ce que j'aurais dû dire ou ne pas dire. Mais un jour j'ai compris, ce n'était pas moi le problème, et ce n'est pas à moi de réparer les blessures qu'il m'a laissées. Alors j'ai choisi de lâcher, pas pour lui, mais pour ne plus me détruire à cause de lui. J'ai choisi de pardonner, pas parce qu'il mérite la paix, mais parce que moi, je mérite la liberté.
J'ai pardonné à mon ancienne version, celle qui se taisait, celle qui supportait, celle qui pleurait et se maquillait ensuite pour faire croire que tout allait bien. J'ai pardonné à cette femme, parce qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, avec ce qu'elle avait, dans un monde qui ne l'a jamais préparée à se défendre. Et j'ai aussi pardonné aux hommes. Pas tous. Pas ceux qui continuent de faire du mal, mais ceux qui, eux aussi, portent des blessures. Ceux qui ne savent pas aimer, car ils n'ont jamais appris à respecter. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est décider de ne plus souffrir pour ce qu'on ne peut plus changer. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère, j'ai de la conscience. Je n'ai plus de haine, j'ai de l'expérience. Je n'ai plus peur, j'ai ma voix. Alors, à toi qui m'écoutes, si tu souffres, si tu as été détruite, rejetée, battue, rabaissée, abandonnée, sache une chose, ce n'est pas la fin. Ta douleur ne te définit pas. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu as vécu. Tu peux te relever. Tu peux aimer à nouveau. Tu peux t'aimer, surtout. Et tu peux pardonner sans te trahir. Moi, je m'appelle Aïssatou. Je suis une femme brisée, qui s'est reconstruite. Je suis une survivante, devenue vivante. Et aujourd'hui, je vis pour moi. Pas contre eux, pas à cause d'eux, mais pour moi, et avec amour. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir marché avec moi, chapitre après chapitre. Ce n'est pas juste mon histoire, c'est peut-être aussi la tienne. Et si tu es encore là, c'est que toi aussi tu es en train de guérir.